Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage SAS. Donc, dans la première partie de cette série de vidéos, on a parlé, on a introduit SAS, on a donné sa définition, on a vu pourquoi est-ce que on pouvait l'utiliser donc à la place de CSS, et puis on a aussi installé notre SAS. Donc, on a dit qu'on l'installe pourquoi? Parce qu'il vient avec son compilateur. Le langage SAS, le code écrit en SAS n'est pas compris par notre navigateur. Donc, une fois qu'on avait notre code de SAS, il fallait d'abord le compiler. Une fois compilé, c'est transformé en CSS. Et c'est ce CSS-là relié à notre HTML qui va être compris par notre navigateur. Okay? Donc, on a parlé de ça dans la première vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des variables. Donc, les types de variables qu'on a. On va parler de la portée aussi des variables que l'on peut avoir. Donc, les types de variables qu'on a, c'est comme dans des langages de programmation. Alors, donc, il faut savoir que ça peut porter à confusion, d'accord? Ça peut porter à confusion parce que au niveau de ça, il y a vraiment pas mal de choses que l'on va voir, donc qui fait que on pourrait penser que c'est un langage de programmation, mais par la suite, on va voir que ça a des limites. C'est pas un langage de programmation complet, même si ça nous permet de faire beaucoup de choses. Ok? Donc, les variables qu'on a ici, les types de variables que l'on peut rencontrer, c'est quoi? On a des variables de type string. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je suis venu ici, j'ai créé un nouveau dossier, d'accord, avec cours SAS. J'ai créé un dossier SAS à l'intérieur où j'ai mis notre fichier SAS, donc styles.scss, et puis j'ai notre index.html ici. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir dans notre styles.scss, je vais créer notre première variable. Donc, comment est-ce qu'on définit une variable en SAS? Donc, c'est un petit peu comme en PHP. Il faut venir, on vient dans notre fichier SAS ici. Donc, je vais mettre le symbole $ comme ça. Et puis, je mets le nom de notre variable. Donc, le nom de notre variable, en général, la convention que l'on utilise, on écrit au fait avec le kebab case. Donc, le kebab case, c'est quoi? C'est que si on a plusieurs mots, on écrit tous ces mots-là en minuscules et puis on les relie avec le trait d'union, le tiret du 6. Par exemple, si moi je veux je veux créer une variable ici, je vais définir une variable, je veux l'appeler par exemple font family, je veux que ce font family là, la valeur qu'on va donner à cette variable, que ça soit réutilisé dans notre code. Donc je viens ici, je mets font family par exemple, et puis je mets 2 points, je lui donne la valeur. Disons que je veux donner la valeur serif, d'accord? Je veux que ça, c'est une variable que l'on vient de créer, et le nommage, le type de nommage que l'on vient de faire ici, c'est du kebab case. Donc, on a la possibilité de mettre du camel case. Le premier mot est en minuscule. Les mots suivants, on met la première lettre en majuscule. Donc, je mets comme ça. Famille, par exemple. On peut mettre un troisième mot. Donc, le troisième mot, par exemple, on met la première lettre en majuscule. On fait comme ça et puis on va garder parce que ce qui est le plus utilisé en SAS, c'est le kebab case. Donc, c'est comme ça. Ok, donc à partir de là, on a notre variable que l'on vient de déclarer, d'accord? Ça veut dire qu'on peut réutiliser cette variable-là sans avoir besoin de mettre serif à chaque fois. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de mettre le nom de notre variable. Donc, si je viens ici, je prends notre body, d'accord? Je prends notre body, je dis que dans notre body, je veux que le font family, donc font family, soit la variable que l'on vient de mettre en place. Donc, on fait comme ça. Voilà. Donc en faisant ça, notre SAS doit être compilé, bien sûr. On va compiler. On le compile, il va être transformé en CSS, et le CSS, on va le relier à notre index.html. D'accord? Donc, on va venir dans notre terminal. On fait comme ça. On vient dans notre terminal. Je vais mettre alors, donc le code que je viens d'écrire ici, c'est quoi? C'est que je veux, en mettant SAS, et puis ça c'est le nom de notre dossier, là où se trouve notre fichier SAS. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Compile-moi le styles.scss qui se trouve dans SAS, et je veux que tu mettes le résultat, c'est-à-dire
le résultat compilé, je veux que tu me le mettes dans le fichier styles.css et puis tu me crées le dossier CSS, tu me mets ça à l'intérieur. Pour le moment, on n'a pas le dossier CSS ici, mais en faisant ça, si je fais entrer, regardez, le dossier CSS a été créé, on a notre styles.css et puis on a notre fichier map. D'accord? Donc maintenant, si on vient dans notre styles.css, regardez, nous on n'a rien mis à l'intérieur, mais si on l'ouvre, on voit qu'on a notre body. Donc le code qui est là a été compilé et ça nous donne ça. D'accord? Donc, bien sûr, ça c'est une variable de type string, mais c'était juste pour montrer comment est-ce qu'on pouvait directement créer notre fichier là. Donc, ce fichier là, c'est ce fichier là qu'on va relier à notre HTML. Donc, je viens ici, je fais link, d'accord? Donc, notre fichier se trouve où? Ça se trouve dans le dossier CSS, et puis c'est le fichier styles.css. Donc, si je fais notre go live ici, donc voilà, regardez. Pour le moment, le font family n'est pas appliqué parce qu'on n'a pas de texte. Ben, c'est là, c'est appliqué, mais puisqu'on n'a pas encore de texte, ce n'est pas encore visible. Donc, je vais mettre un paragraphe ici. Je vais mettre du lorem 10, du dummy text. Je fais entrer. Voilà. Donc, le texte qui est là, si je zoome, on va voir qu'il y a du sérif. Donc, je vais zoomer. Donc, le sérif, c'est quoi? C'est qu'à l'extrémité de certaines lettres, vous voyez que on a des traits un petit peu à l'extrémité, donc des traits comme ça. Voilà. Ça, c'est le sérif. Mais si je change, ici, je change, je mets sans sérif. Je mets sans sérif. Regardez ce que ça va donner. Alors, ça s'actualise. Alors, ça ne doit pas s'actualiser tout de suite parce qu'il faut encore compiler. Donc, pour éviter de compiler à chaque fois, on a une commande que l'on peut mettre ici qui va nous permettre d'observer les changements qui vont se faire ici. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un changement ici, je veux que tu me le compiles et que tu mettes à jour mon styles.css qui est rattaché à mon index et puis la mise à jour va se faire ici à l'aide du go live que l'on vient de mettre ici. Donc, pour obtenir le go live, c'est-à-dire que la mise à jour se fasse automatiquement dans le navigateur, faut pas oublier de venir dans le marché des extensions, prendre le live server. Donc, le live server, il faut le prendre, il faut l'installer. À partir de là, vous redémarrez, vous faites votre Visual Studio Code, vous faites go live et puis vous allez voir que la mise à jour va se faire automatiquement. Donc, moi, je vais fermer ça. Voilà. OK. Donc, la commande que l'on doit mettre ici, c'est quoi? On met sas. OK. Mais sas, on met voilà. Donc on met sas-watch. Je veux qu'il observe quel dossier, quel fichier, ce fichier-là qui se trouve dans ce dossier. Et le résultat, bien sûr, il va être mis dans notre styles.css qui se trouve dans le dossier CSS. Donc si je fais entrer, voilà. Donc là, il est en train d'observer, c'est en cours. Donc à chaque fois maintenant, vous voyez que la mise à jour s'est faite ici, automatiquement. Mais on n'a plus maintenant le sérif au niveau de notre texte. Voilà. Donc là, on peut maintenant ouvrir un nouveau terminal. D'accord? Je viens ici. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Et puis c'est bon, l'autre terminal, on le garde parce qu'il y a de l'observation qui est en cours à l'intérieur. Donc on ouvre un nouveau terminal si on a envie de mettre une commande ici. Okay? Donc bien sûr, ça, c'était juste une explication dans quelque chose que l'on devait faire d'abord avant de commencer à parler des variables. Mais ça, par exemple, c'est une variable de type string. Et puis les variables de type string, on peut avoir les valeurs comme ça, ou bien on peut avoir les valeurs entre apostrophes. D'accord? On peut avoir les variables entre apostrophes, par exemple, comme ça. On peut les avoir comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des valeurs qui ont des apostrophes, on peut les mettre et puis ça va fonctionner. Après, on a des variables de type number, par exemple. Je vais venir ici, je vais réinitialiser ça. D'accord? J'ai un petit peu zoomé. Je vais réinitialiser. On a des variables de type number, par exemple les pixels, d'accord? Je viens ici, je vais créer une nouvelle variable. Okay. Donc je viens de créer une variable font size, d'accord, de EM. Ça, c'est une variable de type number, donc ça prend des chiffres.
même si on a EM ici, donc au final, au fait, il faut savoir que c'est considéré comme une variable de type number, donc c'est 2EM, et puis on peut avoir un pixel, on peut avoir d'autres chiffres donc, que l'on peut mettre ici, donc ça va être considéré comme une variable de type number, d'accord? Maintenant, cette variable-là, on peut utiliser ça par exemple ici, si je viens, je mets font size, je veux que mon font size soit 2EM, mais au lieu d'écrire 2EM, moi j'ai tout simplement utilisé ma variable que je viens de créer, donc je fais ça. Voilà, donc maintenant vous voyez que ça a augmenté. Donc 2EM, c'est 2 fois 16 pixels qui nous donne 32 pixels. Donc ça, c'est une variable de type number, ok? Après, on a d'autres variables de type color. Donc ça, c'est une variable qui peut prendre des couleurs. Donc disons que je viens ici, je mets primary color. Donc, disons que je mets primary color et puis je dis notre couleur principale. Donc, par convention, quand on met ça, quand vous rencontrez ça dans un code ça veut dire que c'est la couleur la plus importante de la page. Donc, primary color, d'accord? Donc, on vient ici, par exemple, à notre variable. Si je viens ici, je mets background color. Au lieu de mettre aqua, je mets tout simplement, voilà, je mets ça. Donc, si on revient sur notre page, regardez, donc ça a fonctionné. Donc, on peut mettre la couleur, le nom, on peut mettre la couleur avec le système RGB, on peut mettre la couleur avec donc le système hexadécimal. Et ça va fonctionner. Donc, et puis, on a variable de type booléen. Donc, c'est une variable qui peut prendre soit la valeur false ou bien la valeur true, d'accord, vrai ou faux. On a les variables de type list. Donc, ce sont des variables qui peuvent prendre plusieurs valeurs. Donc, ça peut être des valeurs de même type ou bien de différents types, d'accord. Par exemple, si je veux avoir une liste de couleurs que je veux utiliser par la suite, donc je peux venir ici, je mets ça. Voilà, donc ça par exemple c'est une liste. Ça c'est une liste de couleurs, d'accord? C'est une liste de couleurs et notre variable qui est là est une variable de type liste. Après, il y a une variable ils n'ont pas mentionné ici, on a la variable de type map. Donc la variable de type map c'est quoi? La variable de type map, c'est quoi? C'est que c'est une variable donc dans laquelle on a des binômes, c'est-à-dire on a une clé, une valeur. Donc une combinaison de clés et de valeurs, d'accord? Par exemple, donc on doit mettre parenthèse, point virgule à la fin, bien sûr. Donc on ouvre notre parenthèse et puis je dis par exemple pays, ok? Je mets Canada, pays, virgule, d'accord? La deuxième paire de valeurs, je mets capitale. La capitale, si je ne me trompe pas, c'est Ottawa. D'accord? Et on revient à la ligne et puis on met par exemple population. Population, je pense que c'est 40 millions. 40 millions, comme ça. Donc en faisant ça, là on vient de créer une variable de type map. Ça c'est une variable de type map donc, que l'on pourrait utiliser. Donc on va voir exactement, on va pouvoir utiliser ces variables là par la suite. Vous allez voir en détail comprendre encore plus. Donc après, on a des variables de type nul. Donc variable de type nul, c'est tout simplement pour déclarer une variable nulle. Donc ou bien si par exemple on veut vérifier dans une condition, on veut vérifier avec un if par exemple si une variable est nulle ou pas, on a la possibilité d'utiliser une variable de type nul, cette valeur-là. Ok. Donc si par exemple je viens ici, je déclare une variable, donc je mets voilà. Donc ça, c'est pour dire que cette variable-là, ben, du coup, c'est une variable qui est nulle. D'accord? C'est une variable qui est nulle. Donc voilà, c'est quelque chose qui l'on peut retrouver au niveau des conditions lorsqu'on va voir les if. Vous allez voir que pour vérifier, par exemple, si une valeur existe ou pas, on a la possibilité d'utiliser cette notion-là. Okay. Donc après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le scope, au fait, des variables. Donc le scope d'une variable, c'est quoi? C'est la portée au fait de la variable, c'est-à-dire est-ce que la variable elle est globale ou bien est-ce que c'est une variable qui est locale. Par exemple, cette variable qui est là, font family
égale à 100 serif. Donc, c'est une variable à l'intérieur ici, c'est une variable qui va être globale. Puisque ça se trouve à l'extérieur de nos expressions que l'on va mettre par la suite, c'est considéré comme une variable globale. Mais si on vient par exemple à l'intérieur ici, d'accord, je crée une autre variable, je dis, donc si je viens ici, je crée une autre variable. Je mets par exemple font family 2, d'accord? Cette variable-là, elle est locale. Elle se trouve à l'intérieur d'une, on va dire, d'une expression. Donc cette variable-là, elle est locale. Elle est locale à cet élément-là. Donc on ne peut pas utiliser cette variable-là dans une autre expression. Par exemple, si je viens ici, je mets notre paragraphe, on va récupérer notre paragraphe, je mets par exemple font family. J'essaye de donner la valeur serif de font family 2, donc la variable font family 2. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner, on a une erreur ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, font family n'est pas reconnu ici. Parce que c'est seulement à l'intérieur ici, parce que c'est une variable locale. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut rajouter ça. Si on ajoute global ici, mais du coup, ça devient une variable globale. Ça devient une variable globale, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans les autres expressions, les autres éléments que l'on peut mettre par la suite. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser juste comme ça, pour le plaisir, ou bien pour l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Donc, la directive globale, il faut l'utiliser quand c'est nécessaire. Et en général, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on crée un fichier complètement à part, là où on met nos variables globales. Donc, le fichier en question, comment est-ce qu'on va le créer? On va mettre -8, qui veut dire que on veut demander à notre compilateur de ne pas compiler ce fichier-là, parce que c'est un fichier dans lequel on va mettre fait des variables, et puisque cette variable-là, ce fichier-là, on va l'importer dans d'autres fichiers, il va être compilé à l'intérieur des fichiers dans lesquels on va l'importer. Mais lui, on ne veut pas le compiler, sinon il va être compilé encore dans les fichiers dans lesquels il peut être importé. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire pour notre compilateur. Et puis, ça peut ralentir au fait notre projet, surtout si on travaille avec sur des très grands projets. D'accord? Donc, on met -8 pour dire que c'est un fichier partiel. Je ne veux pas qu'il soit compilé. Donc, on met global. Donc, on met global ici, par exemple. On met SCSS. En faisant ça, on peut venir ici, puis on met nos variables globales. Donc, disons que ça, je veux considérer ça comme une variable globale. Ça, je veux que ça soit une variable globale. Donc, je retire ici. On va avoir une erreur ici parce que la variable qui est là, on l'a effacée. Je viens ici, je vais déclarer ma variable globale. Ok, donc une fois qu'on a déclaré notre variable à l'intérieur ici, donc il faut savoir qu'on peut soit donner global le nom du fichier, ou bien on peut le nommer variable par exemple, pour dire que c'est là où on va mettre nos variables. Donc d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces variables-là. Je vais prendre toutes les variables qu'on a créées ici. Donc on va les mettre ici, d'accord? Ils vont être considérés comme nos variables qu'on va réutiliser. Puis ce sont des variables globales aussi. Après, par la suite, si on veut utiliser une variable de façon locale seulement à l'intérieur d'un élément ici, donc on vient créer une variable à l'intérieur puis on l'utilise, d'accord? Et les variables que l'on met ici, donc quand on les met, ce sont des variables qui deviennent globales. On n'a pas besoin de revenir ici et puis de mettre le symbole global, ce n'est pas nécessaire. Okay? Donc on va supposer que tout ça, ce sont nos variables donc, que l'on va utiliser dans notre projet. Donc on doit importer au fait ce fichier-là à l'intérieur ici. Il y a deux façons de le faire. Donc la deuxième façon est celle qui est recommandée, c'est ce qu'il faut utiliser. Donc la première façon, c'est d'utiliser la directive import. Donc si j'utilise la directive import, il faudra mettre le nom de notre fichier que l'on veut importer entre apostrophes. Mais on n'a pas besoin de mettre le -8, on n'a pas besoin de mettre l'extension non plus. Donc on fait ça comme ça, on met global, d'accord? Donc en faisant ça, on est correct et puis ça va refonctionner, sauf que family 2 donc n'est pas dans notre il n'a pas été créé ici, donc ça va pas fonctionner. Du coup, au lieu de font family 2, je mets juste font family. Voilà. Donc en utilisant font family n'est pas ici à l'intérieur, mais puisqu'on a importé le fichier global, donc maintenant ça fonctionne. OK? Maintenant, le problème avec la directive import,
c'est que si on importe global, par exemple, dans plusieurs fichiers, au niveau de la compilation, le fichier, c'est-à-dire le import, puisqu'il est importé plusieurs fois, il va être compilé plusieurs fois. S'il est importé dans 4 fichiers, dans chaque fichier, il va être compilé à chaque fois. Donc, il y aura à chaque fois compilation et dans le code CSS final, donc il va y avoir des répétitions de la compilation en fait de ce fichier-là. Donc, c'est pour cette raison, au lieu d'utiliser import, on utilise use, la directive use. Sauf que si on utilise la directive use, il y a un changement. Donc, si on veut utiliser nos variables, du coup, avant la variable que l'on veut utiliser, il faut d'abord mettre le nom de notre fichier. Donc, on met global, on met point. D'accord? Ça veut dire que je veux que tu ailles dans global, que tu me récupères en fait la variable font family. Je veux que tu ailles dans global, puis tu me récupères la variable font size. Ici aussi, je veux que tu ailles, donc la même chose. Voilà, maintenant ça va fonctionner. Donc c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, si on utilise use, donc même si on utilise use global dans plusieurs fichiers, il va être compilé une seule fois. Il va pas être compilé à chaque fois qu'il est utilisé dans différents fichiers que l'on peut avoir. D'accord? Donc après les types de variables, après la portée des variables, il faut savoir que lorsque on a par exemple une variable. Alors ce que je vais faire c'est quoi? C'est qu'on a nos variables ici, d'accord, qu'on a importé. Maintenant, on a font family ici. On a font family, sauf que si je reviens ici, ok, si je reviens ici, je crée une autre variable locale, une variable locale qui a le même nom que font family. Donc si je viens ici, on va revenir à notre import, d'accord, pour faciliter un petit peu l'explication que je veux donner. Je veux mettre import. Donc si on met import, du coup, on n'a plus besoin de mettre ça. Je vais retirer ça par exemple. Je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Ok. Je veux expliquer au fait le shadowing au niveau des variables. Au niveau de la portée des variables. Donc je vais retirer ça aussi. Parfait. Donc en utilisant import, bien sûr qui n'est pas recommandé, il faut utiliser use, mais pour l'explication que je veux donner, je veux juste mettre import pour nous éviter de mettre le nom du fichier euh, avant nos variables. Donc on vient ici, si je déclare une variable locale, je dis par exemple qui a le même nom que notre primary color. Je mets primary color, d'accord? Et puis je lui donne une valeur. Cette fois-ci, je donne la couleur brown. Si on met la couleur brown, ce qui va s'appliquer, c'est cette variable, c'est cette couleur qui va s'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a deux variables de même nom, parce que dans notre global, on a une variable fait qui a le même nom, qui a primary color. Si on crée une autre variable du même nom à l'intérieur, donc c'est la variable qu'on a créée de façon locale qui va prendre le dessus. D'accord? Ça, c'est la notion de shadowing. Ok. Donc après, on a la possibilité aussi, par exemple, d'utiliser ce qu'on appelle la directive default. Ok. Par exemple, je viens ici, je mets donc je viens ici, par exemple, je mets une variable que je vais créer, je mets 35 pixels. Donc si je rajoute ici, si je rajoute ici default, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que tu me crées cette variable-là, si elle n'est pas encore définie quelque part. Si cette variable n'est pas encore définie, je veux que tu me la définisses et je veux que tu me donnes la valeur 35 pixels. D'accord? Mais si la variable, elle est déjà définie, du coup, ne prends pas en compte le code que je suis en train de mettre ici. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, la directive default. Donc, par exemple, dans notre navigateur donne des margines par défaut, des paddings par défaut, certaines propriétés par défaut, des couleurs de texte, des couleurs de liens. Donc, nous, on a la possibilité, par exemple, de changer ça. Ça veut dire que cette valeur-là, ça, c'est une valeur par défaut. Mais si on veut modifier la valeur par défaut de la variable qu'on a ici, on pourra tout simplement la redéfinir, par exemple, à l'intérieur de notre fichier SAS ici. On pourra redéfinir et puis donner une autre valeur. D'accord? C'est comme le padding par défaut, on peut changer dans notre CSS et puis on met une autre valeur de padding pour un élément, par exemple, en particulier. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il fallait voir. Je pense qu'on a tout vu.
Donc, on a vu global, on a vu voilà qu'il était préférable de créer un fichier à part. Donc, le prochain cours, on va parler du nesting, d'accord? Les règles de nesting et puis des propriétés aussi.